On a tous connu ou en tout cas entendu parler de ce genre de manager qui contrôle absolument tout, qui a besoin de valider le moindre petit détail et qui au final paralyse complètement son équipe. Ah oui, le micromanager classique. Exactement. Et on se dit souvent que c'est un problème de management, de mauvaise technique, mais si le problème était plus profond, Hmm. si tout partait en fait du leader lui-même, c'est l'idée centrale un peu à contre-courant qu'on va explorer aujourd'hui. D'accord. Notre source, c'est le livre de Julian Robert, Comment devenir un bon leader. Et notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer cette philosophie, l'idée que pour diriger les autres, il faut d'abord apprendre à se diriger soi-même. C'est ça. Le livre propose un parcours en 3 temps. D'abord, on part à la conquête de soi. Ensuite, on apprend à faire confiance aux autres. Et seulement à la fin, on peut espérer devenir un exemple. C'est une approche qui est fascinante en fait, parce qu'elle inverse complètement la pyramide habituelle. Comment ça? D'habitude, on vous donne des outils, des techniques pour gérer une équipe. Ici, l'auteur nous dit stop, oubliez les outils pour l'instant. Le tout premier projet que vous avez à gérer, c'est vous-même. D'accord. L'idée, c'est que sans une fondation psychologique vraiment solide, sans une vraie connaissance de qui on est, toutes les techniques de management du monde, c'est juste du bricolage. C'est la base de tout, quoi. D'accord. Alors plongeons directement dans cette base. Si tout commence par soi, par où est-ce qu'on commence concrètement? On fait une thérapie? Pas forcément, mais l'idée est là. Le point de départ du livre, c'est une étape qui a l'air simple comme ça, mais qui est vertigineuse. Apprendre à se connaître. Ça sonne un tout cliché peut-être. Oui, on pense tout de suite à Socrate, connais-toi toi-même. Mais l'auteur le rend très, très concret. Il ne s'agit pas de méditer sur une montagne, il s'agit de se poser des questions frontales. Quelles sont mes vraies valeurs? Pas celles que je veux afficher, non, mais celles qui guident mes décisions quand personne ne regarde. Hmm. Quelles sont mes forces? Et surtout, où sont mes zones d'ombre, mes faiblesses? Et le livre, il propose même des exercices pour ça, non? Oui, tout à fait. Comme lister les mots que les autres, par exemple, utiliseraient pour nous décrire. Exactement. C'est un exercice qui peut faire un peu peur d'ailleurs. On n'a pas forcément envie de savoir ce que les gens pensent. Peur du jugement. Ah oui. Il explique que ce n'est pas juste de la timidité, c'est un mécanisme de survie quasi préhistorique. Depuis qu'on est enfant, notre cerveau est programmé pour chercher l'approbation du groupe. Pourquoi ça? Parce que, à l'époque, être rejeté du clan, c'était une condamnation à mort. Ce programme social, comme il l'appelle, est encore très actif en nous et nous pousse à vouloir nous conformer, à rentrer dans le moule. C'est vrai que c'est une idée séduisante, cette authenticité comme antidote à la peur. Mais dans certaines cultures d'entreprise qui sont très normées, très politiques, est-ce que ce n'est pas un risque énorme de se mettre à la marge? Est-ce que l'auteur en parle? C'est une excellente question. Le livre ne dit pas qu'il faut être excentrique ou provocateur à tout prix, hein. D'accord. L'authenticité, ici, c'est surtout l'alignement entre ses valeurs et ses actions. C'est avoir le courage de dire non à un projet qui va à l'encontre de l'éthique de l'équipe, par exemple. C'est être prévisible dans ses principes? Voilà. Et le pari de l'auteur, c'est que sur le long terme, cette cohérence, elle inspire beaucoup plus la confiance qu'une façade toute lisse et conformiste. Mhm. Il y a cette citation de Youssoufa dans le livre qui résume tout. Vous vous moquez de moi parce que je ne suis pas comme vous. Moi, je me moque de vous parce que vous êtes tous pareils. C'est fort. C'est une invitation à voir son unicité comme une force, pas comme un défaut à cacher. En plus de cette peur du jugement, il y a 2 autres ennemis intérieurs dont parle le livre, le fait de trop penser et, bien sûr, l'ego. Ah, l'ego. L'ego, c'est le grand méchant de beaucoup de livres de développement personnel. Comment est-ce qu'il est abordé ici? De manière très nuancée, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Le but, ce n'est pas de tuer son ego. Avoir un ego sain, c'est-à-dire avoir conscience de sa propre valeur, c'est nécessaire. D'accord. Le problème, c'est l'ego qu'il appelle malsain, celui qui a besoin d'avoir toujours raison, qui voit la moindre critique comme une attaque personnelle. Qui ne supporte pas que quelqu'un d'autre dans l'équipe brille. Exactement, ça me rappelle l'exemple classique du fondateur de start-up qui veut tout valider, du code à la couleur des post-it. Le livre nous fait comprendre que cette personne, ce n'est pas forcément un mauvais manager. C'est quelqu'un dont l'ego est juste terrifié à l'idée de ne plus être indispensable. Donc, maîtriser son ego, ce n'est pas s'effacer, c'est plutôt cultiver une forme d'humilité pour laisser de la place aux autres. C'est tout à fait ça, c'est comprendre que son rôle, ce n'est pas d'être la personne la plus intelligente dans la pièce, mais de faire en sorte que l'intelligence collective de la pièce soit la plus grande possible. Et pour ça, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter, admettre qu'on n'a pas toutes les réponses,
Et une fois qu'on est au clair avec soi-même, que l'ego est sous contrôle, eh ben là, le vrai test commence, la relation avec les autres. Voilà, on a posé les fondations. Maintenant, comment on construit la maison? Le livre appelle cette partie « Je fais confiance aux autres ». Ça commence par quoi, cette confiance? Ça commence par une compétence que tout le monde pense avoir, mais que finalement peu de gens maîtrisent vraiment, l'empathie. L'empathie. Oui, et l'auteur insiste bien sur le fait que l'empathie, ce n'est pas la sympathie. Ce n'est pas juste être gentil ou sentir ce que l'autre ressent. C'est plus que ça. Beaucoup plus. C'est une démarche active, presque intellectuelle. Essayer de comprendre le point de vue de l'autre, sa logique, ses contraintes, même si on est en total désaccord avec lui. D'accord, l'empathie, c'est essentiel. Mais concrètement, comment on fait quand on est sous pression, avec des délais intenables? Le livre donne des pistes pour rester empathique, quand tout nous pousse à être juste directif. Il suggère que c'est justement dans ces moments-là que l'empathie est la plus rentable, en fait. Ah oui, Un leader qui aboie des ordres sous stress, il obtient de l'obéissance. Un leader qui prend 30 secondes pour dire « Je sais que je vous demande l'impossible, voilà pourquoi c'est crucial, comment on peut y arriver ensemble », lui, il obtient de l'engagement. c'est un investissement. C'est un investissement. Et cette empathie, c'est la condition sine qua non pour le plus grand acte de confiance en management, la délégation. La fameuse délégation. L'auteur y consacre 2 chapitres entiers, ce qui montre bien à quel point c'est un point de friction. Mais pourquoi c'est si difficile de déléguer au fond? Tout le monde sait qu'il faut le faire, mais si peu le font bien. Le livre liste un peu toutes les peurs qui se cachent derrière ça. Il y a la peur de l'échec, bien sûr. Si ça rate, c'est moi qui suis responsable. Classique, Il y a la peur plus sournoise que le collaborateur fasse mieux que soi. une menace pour l'ego. Une menace directe pour un ego mal géré. Et puis, il y a l'excuse la plus fréquente. Ça va me prendre plus de temps de lui expliquer que de le faire moi-même. Ce qu'on s'est tous dit au moins une fois. Absolument. Mais le livre présente ça comme un très mauvais calcul. C'est un gain de temps à court terme pour une perte de temps massive à long terme. Il faut voir plus loin. Exactement. Déléguer, ce n'est pas se débarrasser d'une tâche, c'est investir dans la compétence de son équipe. C'est un acte qui envoie un message incroyablement puissant. Lequel? Je te fais confiance pour faire ce travail et je te fais confiance pour apprendre de tes erreurs. C'est comme ça qu'on transforme un groupe d'exécutants en une véritable équipe. Et c'est ce qui crée la fameuse sécurité psychologique dont on parle tant aujourd'hui. On est en plein dedans. C'est le cœur du réacteur. Quand on délègue et qu'on accepte le droit à l'erreur, on crée un environnement où les gens osent prendre des initiatives, proposer des idées. Et se dire quand quelque chose ne va pas. Voilà. Sans ça, on a juste des gens qui attendent qu'on leur dise quoi faire. L'union fait la force, comme le dit le titre d'un chapitre. Mais cette union n'existe que s'il y a une confiance partagée. Donc, si on récapitule, on a un leader qui se connaît, qui a maîtrisé son ego, qui a bâti une équipe soudée basée sur la confiance. On pourrait presque croire que le travail est fini. On pourrait. Mais- Mais il y a une troisième partie dans le livre, devenir un exemple. Qu'est-ce qu'on peut bien ajouter quand on a déjà tout ça? On passe de la gestion à l'inspiration. C'est le niveau ultime. Et pour l'incarner, le livre utilise une métaphore assez forte, celle de devenir un guerrier. Un guerrier. Ça sonne un peu agressif pour un leader qu'on vient de décrire comme empathique, non? C'est vrai que l'image peut surprendre, mais il ne s'agit pas du tout d'agressivité. Le guerrier ici, c'est une métaphore pour le mental d'acier. D'accord. C'est la résilience, la discipline, la capacité à encaisser les coups durs sans jamais perdre de vue la mission. Le livre cite les samouraïs ou les spartiates, non pas pour leur violence, Ouais. mais pour leur dévouement. Exactement, pour leur dévouement total à une cause plus grande qu'eux. Ce qui est puissant dans cette idée, ce n'est pas l'image du combat, c'est l'idée que la résilience comme un muscle, ça se travaille. On n'est pas résilient, on le devient. C'est ça. L'auteur vous dit en fait que les meilleurs leaders ne naissent pas résilients, ils s'entraînent à le devenir, chaque jour. Et comment on s'entraîne à devenir résilient? Le livre propose plusieurs pistes. Par exemple, affronter volontairement de petits inconforts au quotidien pour endurcir son mental. Mais la clé de voûte de tout ça, de cet état d'esprit, c'est de trouver son pourquoi. Son pourquoi. Sa raison d'être, sa mission profonde. Ce n'est pas juste un objectif chiffré, c'est la réponse à la question « Pourquoi est-ce que je fais tout ça ?» Et est-ce que ce pourquoi est juste un moteur personnel pour le leader ou est-ce qu'il a un impact direct sur l'équipe? Ah, mais il est absolument fondamental pour l'équipe. Le livre est très clair là-dessus. Un leader qui est animé par une conviction profonde et un optimisme à toute épreuve, c'est contagieux. Hmm.
Cette foi, comme l'appelle l'auteur, pas au sens religieux bien sûr, mais la foi dans la mission, ça devient le carburant de tout le monde. D'accord. C'est ce qui donne envie aux gens de se dépasser, non pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils croient à l'histoire qu'on leur raconte et qu'ils veulent en faire partie. Et au quotidien, ça se traduit comment, ce leader guerrier inspirant? Ça se traduit par des actions très simples, mais qui changent tout. C'est la personne qui prend le temps de célébrer les victoires, même les toutes petites. La reconnaissance? La reconnaissance, oui. C'est la personne qui, quand elle doit faire une critique, attaque le problème, jamais l'individu. Et Oui. surtout, c'est le leader qui, face à un échec de l'équipe, ne cherche pas un coupable, mais demande OK, qu'est-ce qu'on a appris et comment on fait mieux la prochaine fois. L'objectif final, et la phrase est très belle, je trouve, c'est de leur offrir une vie meilleure, de se soucier sincèrement de leur développement. Le guerrier protège sa tribu. Si on essaie de synthétiser, l'idée vraiment forte de ce livre, c'est que le leadership est un travail de l'intérieur vers l'extérieur. Tout à fait. Ça ne sert à rien d'avoir les meilleurs outils de management si, à l'intérieur, on est rongé par ses peurs, son ego, ou si on n'est pas clair sur sa propre direction. C'est tout à fait ça. Le leadership, ce n'est pas un costume qu'on enfile en arrivant au bureau le matin. C'est l'aboutissement d'un vrai travail sur soi. Mhm. Le message final, c'est que le vrai pouvoir d'un leader, ça ne vient pas de son titre sur une carte de visite, mais du respect et de la confiance qu'il arrive à inspirer par sa cohérence, son humilité et son dévouement à son équipe. C'est une responsabilité, bien plus qu'un statut. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Le livre se concentre énormément sur la construction, la bienveillance, la cohésion d'une Dream Team. C'est un idéal très positif. Oui, très. Mais dans la réalité, que se passe-t-il lorsqu'un membre de l'équipe, malgré tous les efforts, ne joue pas le jeu, ne partage plus les valeurs ou devient un poids pour le collectif? C'est une question difficile. Comment ce modèle de leader humble et empathique gère-t-il ce qui est parfois la décision la plus dure, celle de se séparer de quelqu'un? Le guerrier protecteur doit-il parfois exclure un membre pour protéger le reste de la tribu? C'est une question complexe que cette philosophie soulève.